On se lance. Merci à tous d'être présents. Moi, je suis Catherine, directrice des Petits Citoyens, et je vais vous retrouver juste après. Je laisse la parole à Anatole, qui, dans un premier temps, va vous demander de remplir une petite validation de votre présence. Et voilà, on démarre, on laisse encore un petit temps, le temps que vous remplissiez les papiers, afin que tout le monde puisse nous retrouver. À tout de suite. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Anatole, chargé de communication pour le programme des Petits Citoyens. Et je vais commencer par vous envoyer une fiche de présence à remplir. Donc, elle est dans le chat. On a insisté sur le fait qu'il faille la remplir parce que c'est ça qui permet de savoir si vous êtes présent ou pas. Et je crois que derrière, c'est important. Donc, je vous laisse la remplir. Et je vais aussi lancer un petit quiz qu'on va prendre 5 minutes à remplir, qui va permettre d'être une première introduction au sujet du harcèlement, sujet sur lequel donc Catherine va revenir plus en détail après lors de son intervention. Et donc, je lance le quiz, le petit sondage. Hop. Et ça va permettre aussi à ce que tout le monde arrive. Donc, c'est 8 questions assez simples, mais qui vont permettre de mettre un petit peu plus de clarté sur certains points. Hop. On se dit quoi? On se dit qu'on laisse 5-10 minutes pour remplir Ouais, c'est ça, la 5 fiche de minutes. présence. Comme ça, les gens continuent à arriver et peuvent aussi remplir la fiche de présence qui est posée dans le chat. Sachant que je vais vous demander un petit peu de participer dans le chat au début. Ah mince, on va voir le son. Bon, dans le chat, il y a Hélène qui nous dit qu'elle n'arrive pas à voir le son. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir le son là, si c'est bon pour vous. Oui, oui, ok. Eh ben Hélène, je ne sais pas comment faire, malheureusement. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, il y a un sondage et dans le chat, la fiche de présence à remplir. Donc le questionnaire, je vois qu'il y a une personne qui a rempli pour l'instant. Ouais, 2 personnes. C'est un questionnaire qui vient du kit Léo Pro de la posture éducative. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site Léo Pro qui est en train d'être refait, qui est vraiment joli. Et il y a plein de ressources dessus, dont les jeudis de Léo, euh, que vous pouvez retrouver en vidéo comme celui-ci qui est filmé. Voilà. Alors pour la feuille de présence, normalement, quand vous ouvrez le lien, c'est un Google Sheet, donc tout le monde peut le modifier et vous ajoutez présent à côté de votre nom ou absent, mais normalement, vous êtes tous présents si vous le remplissez. Euh, voilà. Et puis, je le remettrai peut-être à la fin pour ceux qui arrivent en cours de route. Je sais qu'il y a eu pas mal de retard aussi au niveau des trains, etc. Donc, je le remettrai à la fin. Ouais, en fait, c'est que quand on arrive en cours de route, on n'y a pas accès. Là, on a accès que Ah, à la discussion à partir du moment où on se connecte. ok. Merci. Je le remets. Hop. J'ai pas... Ah, Zoom ne peut pas détecter une caméra. Ok. Comment ça se fait? Alors, toc. Vous n'êtes pas tous obligés de mettre votre caméra. De toute façon, nous, elle marche pas, donc apparemment. Ok.
Alors, il est où le chat? Je laisse encore 2-3 minutes pour répondre aussi, le temps que tout le monde arrive. Ouais. Non, mais c'est quoi? On va changer d'ordi parce que ça va mettre... Moi, je vais mettre fin au quiz pour qu'on commence à avancer. Bonjour. Très bien. Donc, Audrey, il y a une fiche de présence. Je vais la remettre à remplir. Hop. Oui, parce que tout le monde n'a peut-être pas eu la fiche et le questionnaire, donc je ne sais pas. Je laisse encore un petit peu de temps, C'est non? ça le questionnaire. Je ne sais pas si les gens qui arrivent en cours de route peuvent y répondre aussi, mais c'est pas grave. Hop. Est-ce que tu aurais du feu des aliments? Ouais, ouais, pardon. Non, désolé. Ok, donc je vais arrêter le sondage et je vais le commenter. Hop. Mettre fin au sondage. Normalement, là, tout le monde voit les résultats. Je sais pas trop comment ça se présente. Donc, je vais reprendre question par question. Ça va permettre d'être une introduction. Et derrière, Catherine enchaînera et sera peut-être sera plus précise sur les points qu'on aura évoqués. Donc, pour la première question, le harcèlement peut avoir lieu à l'école, dans l'accueil de loisirs et sur Internet. Donc, effectivement, là, c'est les 3 réponses qui sont bonnes. Le harcèlement, ça peut avoir lieu sur tous les lieux de vie où les enfants se retrouvent en communauté, qu'ils soient clos, mais que ça soit aussi sur Internet, tout simplement, avec les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus important en ce moment parce que, justement, les jeunes ont accès de plus en plus tôt au téléphone, à la tablette, à l'ordinateur, etc. Et donc, c'est quelque chose où il faut être très, très vigilant, sur lequel il faut être très, très vigilant. Pour ce qui est de la question 2, et là, je vais vous demander des exemples dans le chat. Un enfant harcelé risque de développer des troubles alimentaires et du sommeil, des angoisses et autres changements du comportement ou une grande confiance en lui. Bon, là, c'était assez simple, c'était les 2 premières. Le harcèlement, c'est effectivement très grave. Ça va pas être juste un bleu quand on se fait frapper. Ça va avoir des conséquences qui vont au-delà, des conséquences qui vont altérer le développement de l'enfant, qui vont altérer sa vie au quotidien. Et pour les professionnels, c'est effectivement très important de réussir à déceler ces signes. Parce qu'un enfant qui est en position de harcèlement, il va pas forcément en parler, par honte, par peur, il va pas savoir comment faire. Et en tant que professionnel, quand on est à leur contact, c'est important de réussir à justement voir ces signes, à les repérer. Et je voulais vous demander dans le chat si vous avez des idées de signes euh, que vous avez vus sur vos structures ou des choses qui peuvent être qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille justement euh, par rapport à une situation comme ça. Donc assez rapidement dans le chat, je sais pas comment va se faire cette interaction, si on va réussir à être fluide ou pas. Euh, mais je vous invite à l'utiliser. Euh, je vais peut-être donner le changement de comportement. Un enfant peut s'isoler volontairement pour se protéger, changement de comportement, effectivement. Ça peut être effectivement un enfant qui, au début de l'année, participe beaucoup à des activités, et puis au fur et à mesure, va de moins en moins participer. Et là, ça peut être un signe, pas forcément que de harcèlement, mais ça peut être considéré comme un signe. Et c'est vraiment important pour les professionnels de réussir à les voir et à les repérer pour aller parler avec lui et ensuite mettre des choses en place. Et ça, souvent malade, ouais. Et ça, Catherine va vous en parler justement de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Euh, le comportement d'un enfant qui change du tout au tout et devient agressif, hypersensible. Ouais. Moi, je vais continuer sur l'autre question, mais je vous invite aussi, vous, à lire le chat parce que ça peut être intéressant pour vous. Euh, voilà. Donc, la question 3, le cyberharcèlement peut se manifester par le fait de ne pas répondre à une demande d'amis sur un réseau social, par le fait de publier régulièrement des commentaires moqueurs envers un enfant, par le fait de limiter le temps passé sur Internet à un enfant.
Et là, dans cette réponse, il y a un mot important. Je ne sais pas si vous l'avez repéré par rapport au harcèlement et au cyberharcèlement. Et donc, la bonne réponse, c'est la 2. Et le mot important, c'est régulièrement. Donc, on peut parler effectivement de harcèlement quand un enfant ou une personne va subir des violences régulières, des violences répétées, qu'elles soient physiques, morales, euh, psychologiques de la part d'une personne ou de plusieurs personnes. Et là, l'idée qui est importante, c'est vraiment la répétition. S'il y a juste une bagarre dans la cour une fois, bon, c'est une bagarre, c'est grave, mais c'est pas du harcèlement. Si c'est répété, si c'est toujours la même personne qui va se faire battre par les autres, là, on parle de harcèlement, qui se fait insulter. Voilà. Effectivement, il y a Virginie qui nous dit que parfois rien ne change vraiment, ce qui rend plus difficile de voir l'enfant, personne en situation de harcèlement. C'est ça, les signes, ils sont pas forcément visibles non plus. Et c'est là qu'il y a c'est pour ça aussi que c'est intéressant de mettre des actions en place pour discuter tous ensemble, etc. Euh, je passe à la question 4. Quel est le taux moyen de harcèlement scolaire en école primaire en France en 2019? 7%, 12% ou 23%? Là, la bonne réponse, c'est 12%. Et j'aurais bien aimé savoir, en fait, j'arrive pas à voir les résultats. Ah, si. Vous avez été donc 7% à dire, non, vous avez été 9% à dire 7%, 57% à dire 12% et 35% à dire 23%. Donc, on voit effectivement qu'au quotidien dans vos structures, peut-être que c'est un chiffre qui correspond pas forcément, qui est peut-être plus faible pour certains, plus élevé pour d'autres. Pour information, et ça vous aussi le verrez dans les chiffres que donne Catherine dans sa présentation, en 2021, dans le scolaire périscolaire en primaire, le chiffre s'élève à 23%, il me semble. Donc c'est quelque chose qui a augmenté et c'est quelque chose qui augmente aussi au niveau collège. Au niveau collège, c'est là où on a la plus grande propension de cas de harcèlement. Ça, c'est au niveau des chiffres. Euh, On continue sur les signes, effectivement, dans le chat, qui nous disent refuser qu'un enfant fasse équipe avec eux car l'autre est différent, voire timide. Ça aussi, c'est des choses on peut voir au niveau individuel, effectivement, mais au niveau du comportement des groupes aussi. Comment se comporte le groupe envers un autre enfant. Et je passe à la question 5 et qui va revenir justement là-dessus. En tant qu'animateur, animatrice, pour aider une victime de harcèlement, on peut être attentif au fait que les enfants se respectent, harceler soi-même les enfants qui harcèlent une victime ou ignorer la situation pour éviter d'envenimer les choses. La bonne réponse, bien sûr, c'est la première, c'est d'être attentif au fait qu'ils se respectent, mais c'est d'être attentif de manière générale à l'individu en lui-même, au comportement de chaque enfant, mais aussi au comportement des groupes et des sous-groupes. Dans un groupe, il peut y avoir plusieurs sous-groupes et c'est important de voir comment ils se comportent vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un autre sous-groupe et d'être attentif à ça. N'hésitez pas à continuer dans le chat à faire des remarques si vous voulez, je vais les lire et ça permet d'interagir plus facilement. Donc la question 6, qui sont les enfants qui agissent en tant que harceleurs, harceleuses? Là, ça a été unanime, c'est tous les enfants peuvent être un jour harceleurs et ça, c'est très important. Il n'y a pas de personne prédestinée à être harceleur. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui a un comportement de harceleur ou de harceleuse. C'est quelque chose qui peut changer, c'est-à-dire qu'à tout moment, tout le monde peut être dans la position de harceleur. Ça va dépendre d'un contexte, ça va dépendre d'un manque de cadre, ça va dépendre d'un phénomène perturbateur, d'un changement dans la sphère privée ou au niveau du groupe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et pas venir avec des idées reçues. Et puis, effectivement, il y a quelqu'un qui va peut-être être harceleur, on va le repérer, qui est dans cette position-là, mais il y a aussi le groupe qui va l'accompagner. Et ça, c'est parfois peut-être plus flou d'arriver à voir ça. Et là-dessus, il y a aussi pas mal d'études, et ça, c'est peut-être important de le noter, qui montrent que des personnes qui ont été harcelées à un moment donné dans leur vie vont avoir une propension à un moment donné devenir eux aussi harceleurs, à se mettre dans cette position-là, dans ce rôle d'harceleur. Donc, il faut faire extrêmement il faut faire extrêmement attention et pas se dire que c'est simple de repérer le comportement de quelqu'un qui harcèle. Voilà. Question 7.
Petit message, le test, cela fonctionne. Je ne comprends pas. Ah oui, le test, ouais, le message fonctionne, ouais. Le harcèlement se manifeste par, donc question 7, uniquement des violences physiques répétées, des violences répétées, qu'elles soient physiques, morales, sexuelles ou verbales, une moquerie ou un croche-patte une fois en passant. Et là encore, ce qui est important, c'est l'idée de répétition. C'est l'idée que le harcèlement, c'est une violence qui va être répétée, parfois tous les jours, par un groupe ou un individu. Et puis l'idée que cette violence, elle va pas être que physique, elle va pouvoir être aussi morale, sexuelle ou verbale. Euh, et c'est là aussi que les signes sont importants parce qu'un enfant qui se fait battre, parfois on peut voir des traces sur son visage de façon régulière et ça peut être plus facile à repérer, même si des fois ça peut être caché, bien sûr. Mais un enfant victime de harcèlement moral qui se fait insulter tous les jours, euh, ça laisse pas de traces sur le visage, ça laisse pas de traces visibles et c'est là qu'il faut euh, être encore une fois vigilant aussi. Donc ça, toujours très important. Et la dernière question, donc la question 8. Pourquoi mettre en place des jeux coopératifs autour du harcèlement au sein de la structure pour créer des conditions d'écoute, pour mettre en lumière des situations vécues, pour développer l'esprit critique des enfants? Là, les bonnes réponses, c'était les trois. Les trois sont des bonnes réponses. Les jeux collaboratifs, ça permet effectivement de créer un moment, une situation un petit peu particulière où les enfants vont avoir une plus grande liberté de parler, ou alors ça va créer des situations où ils vont pouvoir raconter plus facilement une anecdote qu'ils ont vécue en tant que harcelés, ou en tant que harceleur, ou en tant que tout simplement d'avoir vu une scène comme ça. Et, euh, et donc ça, oui, c'est beaucoup de raisons qui font que c'est très important de mettre en place des jeux collaboratifs. Et là, Catherine, je suis peut-être allé un peu vite, mais je vais te laisser la main pour que tu puisses continuer à aborder un peu plus précisément ces points. Euh, je sais pas, peut-être si vous avez des remarques dans le chat, n'hésitez pas. Moi, je vais continuer à les lire de toute façon tout du long pour accompagner Catherine durant son intervention. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vais vous redonner le lien, encore une fois, de la fiche de présence à remplir. Et merci Anatole. Merci pour cette petite introduction qui permet un peu de se mettre dans le sujet, si je puis dire. Donc moi, on est ravis avec Anatole de vous voir aujourd'hui parce que c'est vrai que le programme des petits citoyens n'est pas forcément présent sur les territoires. Et on est deux, hein, on est deux personnes, donc c'est un travail de tous les jours et on essaye de pouvoir déployer des contenus pour vos structures. Mais voilà, on n'est pas assez disponible sur le terrain, on en est bien conscient. Pour ma part, donc, je suis directrice du programme. J'ai créé cette association il y a 20 ans et on a intégré Léo Lagrange il y a maintenant bientôt 3 ans. Je suis en même temps vice-présidente de l'association Marion la main tendue, qui œuvre chaque jour pour accompagner les familles et les victimes à combattre les conséquences du harcèlement. En fait, on intervient dans toutes les structures pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Et je suis membre du comité d'experts au sein de la mission chargée de la prévention des violences en milieu scolaire au ministère de l'Éducation nationale, qui a créé un collectif en fait avec plusieurs structures associatives pour qu'on puisse échanger, construire des plans de formation. Donc voilà, certains d'entre vous connaissent les petits citoyens et ont sûrement eu l'occasion d'utiliser nos contenus. D'autres vont en découvrir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'objectif de notre intervention aujourd'hui est vraiment de vous sensibiliser sur ce fléau qui est le harcèlement, qui a toujours existé, rappelons-le, mais qui s'est empiré avec les années, avec le cyberharcèlement, dans l'objectif de pouvoir détecter et peut-être agir au sein de vos structures, car vous êtes les premiers en lien au quotidien avec les enfants. Donc, je vais partager mon document qui est pas là. Alors, juste 2 secondes. Génial.
Ok, excusez-moi. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien ce document. Ok, alors juste au niveau du sommaire, pour vous dire, en fait, il y aura une première partie, je vais essayer de ne pas être trop longue, une première partie théorique sur quelques slides sur justement le harcèlement, que je puisse vous donner quelques notions. Une deuxième partie sur les petits citoyens, très rapidement qui nous sommes, et une troisième partie sur les activités que nous avons conçues spécifiquement pour la campagne que le ministère a lancée l'année dernière, dont on va parler. Cette présentation, elle est sous forme de Geniali. Je ne sais pas si tout le monde connaît. En fait, c'est une présentation interactive. Donc, elle est sur notre site, sur la home de notre site. Vous pouvez l'utiliser sous ce format numérique. C'est assez sympa parce que pour les enfants, c'est plus dynamique, mais faut-il encore avoir une connexion web? Sinon, et d'ailleurs, Anatole, on peut peut-être mettre le lien directement dans la discussion. Sinon, il y a aussi une forme PDF qui est constituée effectivement de fiches pédagogiques que vous pouvez imprimer, car je sais que toutes les structures Néo-Lagrange n'ont pas forcément de connexion et d'ordinateur. Voilà. Donc, première partie concernant le harcèlement. Depuis l'organisation des assises nationales qu'il y a eu sur le harcèlement à l'école en 2011 à Paris, la France, en fait, s'est vraiment interrogée sur ce sujet-là et a mis en œuvre une véritable politique publique de lutte et de prévention contre toutes les formes de harcèlement afin de s'organiser autour de 4 axes que sont sensibiliser, prévenir, former et prendre en charge. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, depuis quelque temps maintenant, a vraiment placé ce sujet en tête de ses priorités, avec comme volonté d'éradiquer ce phénomène qui touche chaque année un peu plus de 5% de la population scolaire. Donc, en 2021, ils ont créé ce collectif dont je vous parlais tout à l'heure, dont les petits citoyens font partie, qui s'appelle « Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes », qui est en fait un véritable support pédagogique et qui permet à vous, professionnels, de mieux comprendre ce phénomène, pour aborder le sujet avec les jeunes, de débattre avec les enfants de ce fléau, de donner la parole aux enfants et aux plus jeunes en les rendant acteurs et de favoriser le respect d'autrui. Donc, en fait, c'est de pouvoir travailler autour de tout ce qui est compétences psychosociales. Et ça, c'est la base, en fait, qui va nous permettre après de pouvoir éradiquer, au fur et à mesure, ce problème de harcèlement, nous l'espérons. Je vous laisse dans un premier temps découvrir ce clip de prévention qui a été réalisé pour sensibiliser justement tous les professionnels qui sont de près ou de loin avec les enfants, et on se retrouve juste après. J'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de m'arriver. Mais ça a recommencé, tous les jours. Au bureau, à la cantine. Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner. Ils étaient tous contre moi. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage d'en parler, ils ont dit que ça allait passer. Que c'était des chemins et rien de recoupant d'école. J'en peux plus. J'ai peur que ça ne passe pas. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Victime ou témoin, appelez le 30-20. Et coupez. Participer au concours. On a fait un film sur le harcèlement. Je pense que tu connais. Et on a gagné. On a gagné? On a gagné. Moteur. Silence. Le harcèlement, c'est quand on embête quelqu'un. Lundi, on se moque de lui, on le montre du doigt, mardi, il s'est fait mordre. Jeudi, on le griffe. Vendredi, il s'est fait pousser. Lundi, il le tape. Mardi, il l'insulte. Jeudi, il est en train de pleurer dans ses bras. Vendredi, je suis triste et je ne sais pas quoi faire. Je suis tout seul. J'ai peur. J'ai mal à la tête. Il y a un copain qui me dit que je suis grosse. Ah ouais? Et tu lui as dit quoi toi alors? Et je pense que c'est vrai parce qu'il me le dit tout le temps.
Ça fait mal aux autres, le harcèlement. Ça leur fait mal au cœur, ça leur rend triste et ça fait peur aussi. Si quelqu'un harcèle quelqu'un, il faut venir avec lui et aller lui dire. Je voudrais devenir leur ami s'ils en ont quoi. Tu viens jouer avec nous. Lundi, je travaille, j'apprends, je joue avec mes amis. Et mardi, je fais des expériences, j'ai confiance. La récréation, c'est trop bien. 1, 2, 3, c'est... Jeudi, j'aime bien travailler. Je lis des histoires. Je mange toujours des choses. Je fais plein de copies. Et vendredi, j'aime l'école. Tout le monde a le droit d'aimer l'école. Non harcèlement. Voilà, ce clip est prenant, il est fait pour, hein, il commence par une atmosphère assez inquiétante pour finir par des messages très positifs. Il rappelle le procédé en boucle des jours de la semaine pour incarner le caractère répétitif et qui au départ est sans issue, puis on voit qu'avec le soutien des autres, tout peut s'arranger. Donc, voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser pour commencer à lancer le sujet et la parole avec les enfants. Ok, donc le harcèlement entre pairs, selon nous, notre définition aux petits citoyens, c'est être confronté de manière répétée, on se l'est dit, à des actes de violence verbale, physique ou psychologique par une ou plusieurs personnes. On n'est pas forcément dans l'intention de nuire et ça se déroule dans tout endroit, cadre scolaire, extrascolaire et depuis maintenant quelques années sur Internet, d'où la notion de cyberharcèlement. Si on parle un petit peu de chiffres, selon un baromètre que l'on a mis en place à l'association Marion la main tendue, on peut voir que 41% des Français disent avoir subi du harcèlement entre pairs dans le cadre scolaire ou périscolaire, ce qui est quand même assez affligeant de voir ce type de chiffres. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, le harcèlement, il a toujours existé, de s'être fait traiter de gros, de roux, depuis toujours, mais il a pris des ampleurs de violence assez aggravées. Et puis, avec le cyberharcèlement, le problème, c'est que quand nos jeunes, nos enfants rentrent chez eux, ça continue. Donc, ces jours, ces nuits, et donc ça entraîne des conséquences assez compliquées. Ce qu'on voit aussi sur ce baromètre, c'est que, effectivement, mais ça, on le sait, c'est 50% des personnes qui sont plus harcelées au collège. Mais ce qu'on voit quand même, et ce qui est quand même terrible, c'est les 23% en primaire. On peut constater que filles et garçons sont touchés et le harcèlement, ce n'est pas que dans les grandes agglomérations, grandes métropoles, ça touche tous les jeunes, tous les enfants, partout, de tout milieu. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de cliché sur ce sujet. C'est important de rappeler que le harcèlement, il est partout présent. En suivant, on peut dire que le harcèlement est effectivement une relation triangulaire parce que, effectivement, on ne parle pas de harcèlement sans le harcelé, donc la victime, le harceleur et le témoin. Les adultes étant effectivement à côté et ayant deux rôles, soit témoin, soit acteur. Mais ce triangle-là constitue le harcèlement dans sa globalité. Si on parle donc de la victime, on est effectivement, la victime subit une exclusion, bien évidemment, une mise à l'écart. Cette notion de répétition intensifie cette notion de mise à l'écart. Il y a un rapport de force automatiquement qui se crée dans cette situation. On a la victime, en fait, a des stratégies de défense, mais se situe, c'est pas comment se situer, en fait, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il subit cette agression. Et on signale entre parenthèses qu'il y a des risques du passage du harcelé au harceleur parce que cette sidération et ce manque de compréhension
fait qu'au bout d'un moment, on peut basculer de l'autre côté pour faire comme les autres et pour quelque part avoir un esprit de vengeance. Il y a une perte d'estime de soi, de honte, de culpabilité. Ça, c'est évident quand on est maltraité. On est dans le déni aussi. On minimise pour se rassurer. On essaye de se dire que ce n'est pas possible, que ça va passer. Et effectivement, le plus compliqué, c'est qu'on ne sait pas comment en parler. Donc, on reste dans le silence parce qu'on a peur des représailles. Et tout questionnement qu'on a pu faire et toute interrogation sur ce sujet-là, on dit toujours, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé en parler? Et en fait, les enfants ont encore plus peur d'en parler parce qu'ils ont peur des représailles. Et ça, c'est un véritable, enfin, ça se comprend complètement. C'est pour ça qu'il faut leur donner des cartes pour mieux en parler. Un sentiment d'insécurité, de vulnérabilité, d'impuissance et d'abandon, c'est sûr. On voit en fait dans ce chiffre-là qu'on a plus de 48% qui n'en parlent jamais. Alors attention, quand on pose la question, avez-vous parlé de ces abus à quelqu'un? On est sur la base de ceux qui ont subi au moins un acte. On n'est pas sur un échantillonnage du grand public. Sur tous les gens qui ont répondu avoir subi un acte dans le cadre scolaire ou périscolaire, il y en a 48% qui n'en ont jamais parlé à personne pour les raisons que je viens d'évoquer. Il y en a 31% qui en ont parlé, mais quand ils ont été victimes. Et il y en a 21% qui en ont parlé, mais trop tardivement, c'est-à-dire après. Et évidemment, on a 52% qui en parlent maintenant, enfin pendant le fait d'être victimisé et en même temps trop tardivement. Sur la question, vous diriez que vous n'en avez jamais parlé parce que, eh bien, évidemment, les enfants répondent à 52%, on pense que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ça ne s'arrêtera pas, ou parce que de toute façon, ça sera pire après, ou parce que de toute façon, on ne m'écoutera pas. Ça, c'est vraiment la première réponse. Donc, on n'en parle pas parce qu'on a honte. On ne sait pas comment parler, on a honte, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive. 16% parce qu'on pense que c'était normal. 15%, on se dit que si on en parle, ça va être pire, on va être rejeté par les autres personnes. Après, il y a la douleur, on pense qu'on ne nous croit pas et la personne qui vous a harcelé vous a dit de ne pas en parler. Effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, à cause des représailles. Concernant le harceleur, qu'est-ce qu'il utilise? Évidemment, la force en général pour intimider et menacer. Donc, il fait en sorte de créer un sentiment d'insécurité. Il y a un petit son. Tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Anatole, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien, Catherine, c'est bon. D'accord, parce que j'entends un bruit autre. Ouais, j'ai coupé. Donc, au niveau du harceleur, effectivement, il fait en sorte de créer un sentiment d'insécurité pour faire peur à la victime. Et pour ce faire, il intervient très souvent dans les zones à risque. Donc, ce qu'on appelle les zones à risque dans une structure scolaire, ce sont tous les coins et les recoins de l'école, donc les commodités, la cour, les chemins, tous les endroits où en fait il y a des espaces non vus et qui vont permettre aux harceleurs de pouvoir intervenir, et effectivement les réseaux sociaux. Son objectif, c'est d'avoir l'adhésion du groupe, parce qu'en fait, quand on parle de harcèlement, on parle de meute. C'est vraiment une meute, le harceleur est le chef, mais derrière lui, il y a une meute. Et donc, avoir l'adhésion du groupe, c'est extrêmement important, parce que ça lui permet de monter en puissance et d'être fier de lui, sûr de lui, et de créer ce sentiment d'insécurité encore plus dans ces espaces-là. Ce rapport Catherine, de force, pardon? Sonia demande quels sont les 6 C.
Alors, les 6C, ce que je disais tout à l'heure, on a la cour, le chemin, les commodités, j'essaie de me souvenir, excusez-moi, la cour, le chemin, les commodités, la classe, et je ne sais plus les deux autres. Ce sont vraiment, donc ce que je disais, ce sont vraiment les endroits en fait qui vont être quelquefois en manque de sécurité et donc dans lesquels il peut se passer du harcèlement. Par exemple, quand on prend les cours de récréation, bah oui, la cour, il y a des enseignants ou vous-même, vous êtes présent dans les cours, effectivement, sauf que très souvent, la conception du lieu fait qu'il y a des recoins et dans ces recoins-là, on n'est pas présent, on ne voit pas ce qui se passe et ça entraîne des problèmes de harcèlement. Comme dans les commodités, les toilettes, on sait très bien qu'il y a une peur très souvent pour pas mal d'enfants d'aller dans les toilettes parce que c'est un endroit où il se passe des choses, puisque les adultes, c'est un endroit où les adultes ne peuvent pas forcément aller parce qu'il y a des urinoirs en l'occurrence, et donc du coup, il se crée des problèmes et des phénomènes de harcèlement, puisqu'il n'y a pas de surveillance. Il y a des rapports de domination, de force et autres. Donc ça, c'est On nous effectivement… donne cantine et couloir aussi. Cantine et couloir, merci. Il me manquait les deux derniers. Merci. Donc voilà, concernant le harceleur, alors le harceleur, effectivement, on disait tout à l'heure que le harcelé peut prendre la position du harceleur pour différentes raisons, mais aussi effectivement le harceleur, quand il est, selon des études, hein, quand il a été victime de violences à la maison, bah, il peut arriver qu'il prenne effectivement cette position de dominateur, malheureusement, à son tour, pour faire référence à sa situation personnelle. Les témoins, donc les témoins, bah, ce sont des acteurs majeurs extrêmement importants et c'est sur les témoins que l'on essaye, nous, d'agir et de travailler. Il y a les enfants témoins, il y a les adultes témoins. Au niveau des jeunes et des enfants, bah, le témoin, il y a le témoin passif, il y a le témoin actif et le témoin complice. Donc évidemment, le passif, bah, il l'entend, il voit, mais il ne dit rien. Alors, très souvent, et surtout, effectivement, en primaire, hein, les enfants subissent parce que ils disent rien, en fait. Ils ont trop peur du harceleur, du phénomène de meute et des représailles. Donc, automatiquement, les témoins actifs, ils voient, ils entendent, ils interviennent pour défendre la victime, lui apporter de l'aide en lui demandant comment ça va. Et quelquefois, bien heureusement, en lui disant qu'il faut aller en parler et l'accompagner pour aller voir un adulte. Et le témoin complice, il voit, il entend, il aide, évidemment, en participant. Il fait partie de la meute. Voilà. Donc, ce sont trois catégories de témoins. Ce que l'on dit effectivement et ce que l'on essaye de faire nous, c'est d'encourager la prise de parole par les témoins. Il faut leur rappeler que leur rôle est essentiel, qu'il faut aller en parler, qu'il faut en tout cas dans un premier temps aider la personne, ne pas la laisser seule, aider la victime, aller lui dire qu'il n'est pas seul, l'intégrer dans son groupe et ensuite l'accompagner si il s'en sent capable pour aller en parler. C'est extrêmement important pour ne pas laisser les victimes dans cette situation. Ensuite, nous avons les témoins parents, si je puis dire, adultes, donc encadrants, professeurs. Et effectivement, là, j'entends parler d'un enfant souvent au centre de conflit, victime versus harceleur. Voilà, je suis dans cette situation-là. Un enfant se plaint de brimade. Donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a un problème, parce que souvent, il peut être à l'infirmerie, souvent, il est dans le cahier des incidents dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire dont j'ai parlé très rapidement, où la victime, très souvent, fait référence et pose, a des problèmes dans ses lieux de vie. J'observe une chute brutale des résultats, un changement de comportement. On le voit rapidement, pas rapidement justement, pardon, quand un enfant
à des changements. Il est très difficile de déceler en fait ces changements. Mais c'est vrai que la baisse des résultats scolaires, le fait de ne pas penser à prendre ses affaires, et le fait de s'isoler, d'avoir une espèce d'agressivité dans ses réponses, sont des changements de comportement qui doivent nous alerter. J'observe un enfant isolé, donc seul à la cantine dans la cour. Effectivement, l'enfant qui n'est plus en lien avec les autres enfants, bah, c'est un signe important qu'il faut relever. Et puis, bah, des fois, il y a des enfants, pour arriver à en parler, parce qu'ils ne savent pas comment en parler, bah, ils vont effectivement nous parler d'un enfant qui a des problèmes de harcèlement, de quelqu'un qu'il connaît ou d'une histoire. Et ça peut être pour lui une façon pour lui ou pour elle, de façon détournée de parler de lui-même. Donc voilà, c'est tous ces phénomènes-là, en fait, peuvent nous nous alerter, parce que voilà, on est témoin de tout ça. La prise en charge, il faut savoir qu'au niveau des établissements scolaires, donc depuis maintenant quelques années, comme je le disais en introduction, le ministère a mis en place un vrai plan de prévention, notamment le programme phare, dont je vous toucherai un mot très rapidement tout à l'heure. Et au sein de ce programme, il y a vraiment des acteurs et des professionnels qui sont maintenant dans toutes les académies, rectorats, et qui agissent et qui sont là pour sensibiliser, prévenir et agir sur ce phénomène de harcèlement. Donc, les personnels de direction, ça c'est évident, hein, les directeurs d'école, etc. Tout le personnel de l'école est en train d'être formé sur tout le territoire, ça c'est super important. Dans le secondaire, on a les CPE qui sont les référents. Les élèves eux-mêmes, délégués de classe référents, peuvent devenir ambassadeurs. Il y a toute une campagne pour que les enfants, les jeunes, peuvent eux-mêmes devenir ambassadeurs dans leurs écoles, pour pouvoir justement intervenir et se faire le relais avec les adultes. Et puis après, il y a des équipes, l'inspection de la vie scolaire, le médiateur académique et le référent harcèlement académique, puisque, comme je le disais, il y a eu beaucoup ces 3 dernières années de formation et d'accompagnement sur tout le territoire pour justement éradiquer ce phénomène et, dans un premier temps, sensibiliser tout le personnel éducatif. On demande dans le chat qui sont les ambassadeurs au niveau des élèves. C'est en fait dans le programme phare, les référents harcèlement sur le territoire, donc ils font partie des académies, forment du personnel dans les établissements et proposent une formation d'ambassadeurs. Donc, les élèves, au même titre que délégués de classe, on essaye de proposer à des élèves de devenir ambassadeurs. Et ils ont une petite formation et ils sont là après pour effectivement repérer dans la cour de récréation, c'est annoncé à tous les élèves, comme les délégués de classe. S'il y a un problème, il y a un ambassadeur, il y a un référent de ton âge auprès duquel tu peux aller parler. Donc, ça fait partie de toute cette campagne qui est orchestrée par le ministère. Et il y a des associations qui forment les ambassadeurs enfants, élèves et jeunes dans toutes ces structures. Alors, on nous dit que dans certaines écoles est utilisé le mot médiateur. Mais c'est peut-être deux choses. Alors, le médiateur, les ambassadeurs, c'est plus pour les jeunes et les enfants. Le médiateur, effectivement, c'est aussi le mot, hein, mais très souvent, le médiateur, c'est plus pour les adultes. Mais ça dépend effectivement des structures. Et médiateur et ambassadeur restent dans le même objectif d'accompagnement et de bienveillance dans toutes les structures. Alors, au niveau des signes, en fait, on en a rapidement parlé. Les signes forts, évidemment, l'isolement. L'élève dont on peut voir que rapidement, il se fait traiter et insulter par plusieurs personnes, qu'on peut lui donner un surnom ridicule et méchant. Donc voilà, ça c'est, on va dire, des signes
dans une structure qui vont nous permettre, qui peuvent nous permettre, hein, attention, hein, de rapidement se dire, tiens, il y a peut-être un souci avec cet enfant. Voilà, de commencer à surveiller et peut-être d'aller essayer d'en parler. Et par contre, des signaux faibles qui sont plus difficiles à cerner, ce dont je parlais tout à l'heure, l'irritabilité, c'est-à-dire qu'un enfant qui change de comportement, qui était plutôt un enfant doux, gentil, et qui d'un coup devient un peu agressif ou répond plus, ou peut-être un signe. L'isolement, effectivement, hein, quand on est harcelé, on est de plus en plus isolé et on se renferme et on n'ose plus aller parler à personne. L'oubli de matériel, parce qu'effectivement, on n'a plus la tête du tout à la scolarité ou au reste. Donc, du coup, on n'est plus que centré sur nous-mêmes et on ne pense plus on n'est plus dans la légèreté et dans le bien-être. Donc, on ne pense plus effectivement à ce qu'il faut peut-être apporter ou à ce dont on doit avoir avec soi. Les résultats scolaires sont en baisse, ça c'est criant de vérité pour toutes les victimes, selon encore une fois les études qui ont été faites, les résultats scolaires sont en chute libre. Et puis, comme je le disais, voilà, de l'insolence, des attitudes assez provocantes qui sont des signes aussi importants qu'on perçoit peut-être moins dans un premier temps, mais qui sont des signes très importants. Catherine, Oui. on me demande ce qu'il en est aussi de la maternelle. Je ne sais pas si tu as des chiffres dessus ou autre. Alors, la maternelle, en fait, avec le ministère, je me suis battue, moi, depuis plusieurs années pour qu'on s'intéresse sur ce phénomène-là auprès des enfants d'élémentaire. Notamment, on a lancé un concours il y a quelques années maintenant où chaque institution peut faire des vidéos et des affiches. Et on a un jury et en fait, ces vidéos après sont traitées au niveau national. Les vidéos gagnantes passent dans toutes les structures, dans toutes les écoles. Et jusqu'à l'année dernière, ce concours était ouvert, c'est à titre d'exemple que je vous dis ça, était ouvert qu'au collège, à partir du collège. Et ça faisait 2-3 ans que moi, en tant que jury, je me battais en disant, je ne comprends pas effectivement pourquoi. Non, mais c'est trop tôt, puis on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment parler. Et donc, nous, les petits citoyens, on a développé des contenus, déjà des vidéos et des petits livrets autour de cette thématique depuis une dizaine d'années. Donc, on voit bien le nombre de structures qui font appel à nous, qui nous en commandent, le nombre de problématiques sur les écoles primaires. Et donc, du coup, on s'est battu et depuis 2 ans maintenant, effectivement, les campagnes, comme le clip que vous avez vu, sont à destination des primaires. Les maternelles, c'est encore autre chose. Il existe bien entendu du harcèlement dès la maternelle, c'est prouvé, mais on est encore dans cette configuration au niveau du ministère, d'être un peu en retrait parce que c'est extrêmement difficile à savoir comment en fait aborder le sujet et comment en parler. Donc, on a des outils, par exemple les outils que je vais vous présenter tout à l'heure. Sincèrement, je pense qu'on peut, sur les grandes classes de maternelle, on a un jeu du chat et de la souris, utiliser ce type de choses. Mais après, on a des vidéos, mais pour l'instant, il n'y a pas énormément d'outils. Il n'y a aucune, effectivement, structure qui s'est emparée du sujet auprès des maternelles. Mais malheureusement, ça commence à la maternelle. Ça, c'est très clair. Alors, au niveau des conséquences, effectivement, à plus ou moins long terme, selon le degré du harcèlement et sa durée, la victime, elle peut évidemment, elle peut avoir une espèce d'anxiété, elle perd l'estime d'elle-même, on en a parlé tout à l'heure, elle est isolée. L'état dépressif, les troubles alimentaires, hein, les phénomènes d'anorexie et de boulimie sont assez criants de vérité face à ce fléau. Les conduites à risque, drogue, alcool, scarification. On peut malheureusement aller jusqu'à la tentative de suicide et Dieu seul sait si on en entend parler malheureusement de plus en plus. L'absentéisme, décrochage scolaire, phobie scolaire, c'est aussi évidemment en dehors du décrochage, c'est la phobie, ne plus supporter, ne plus vouloir y aller, surinvestissement scolaire et comportement délictueux. Donc ça, ce sont vraiment voilà, les conséquences de ce fléau.
Rapidement, le cyberharcèlement, j'en parle, même si les sujets que vous avez devant vous ne concernent pas forcément les enfants de primaire, puisque, soi-disant, les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. La pratique du revenge porn, en fait, ou sexting, comme on peut l'appeler, ou la vengeance pornographique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça consiste en fait à se venger d'une personne qui va rendre public des contenus pornographiques de cette même personne, donc pour l'humilier en dévoilant son intimité. Donc ces contenus, ils sont réalisés avec ou sans l'accord de la personne, mais ils sont surtout diffusés sans son consentement. Donc c'est ce qu'on appelle du revenge porn, et elle inclut aussi bien les photos que les vidéos ou des propos à caractère sexuel tenus à titre privé. Les comptes ficha, c'est en fait un compte privé sur lequel sont publiées sans consentement des photos de femmes, parfois mineures, dénudées. Et c'est un nouveau phénomène, ces comptes ficha, en fait, ça pullule sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, Insta, Facebook. Ficha, en fait, ça veut dire affiche en verlan. Et c'est vraiment un nouveau phénomène qui inquiète fortement parce qu'on a un compte avec un numéro de département, c'est difficile d'identifier les auteurs. Voilà, c'est malheureusement les problèmes de notre jeunesse et de ces réseaux-là. Voilà. Et le grooming, c'est le fait pour une personne majeure, en fait, de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans via une communication électronique. Donc, en fait, tous ces phénomènes-là font partie du cyberharcèlement. Il y a des plateformes comme Pharos et e-Enfance, que vous connaissez peut-être, qui sont des plateformes de signalement aujourd'hui extrêmement importantes de contenus illicites. Et c'est important de pouvoir les contacter et de pouvoir en tout cas connaître leur identité si on est en lien avec des jeunes qui peuvent vous parler de ce type de phénomène. Et rappeler que tout ça, on est bien d'accord, c'est une infraction à la loi et c'est puni de peine d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'amende assez lourde en fonction des situations. Si on regarde Petite intervention. Effectivement, dans le chat, il y a consensus sur l'importance de parler de ces sujets avec les primaires. On dit qu'effectivement, le développement des compétences psychosociales est le cœur du travail mené avec les maternelles, pardon. Ça, c'est le premier point. Et puis l'autre aussi sur la pornographie, les comptes dont tu parlais. On peut comparer ça de la pédopornographie et c'est sévèrement puni. Donc ça qui est venu, oui, effectivement, c'est puni assez sévèrement. On est bien d'accord. Les chiffres, d'ailleurs, ici, nous rappellent que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans et pourtant, 63% des enfants ont un compte, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, on va le voir, au niveau des séquelles psychologiques, 67% des personnes ayant été harcelées sur les réseaux, évidemment, indiquent qu'ils portent des séquelles psychologiques, ça va de soi, mais c'est important de le préciser. Et au niveau des tranches d'âge, on le sait aussi, on l'imagine aussi que les 15-17 ans sont les plus touchés. Mais ce que l'on voit ici, c'est qu'au niveau des 11-14 ans, on est quand même sur des pourcentages assez forts, alors que comme je le disais tout à l'heure, les moins de 13 ans sur les réseaux sociaux, soi-disant, n'ont pas le droit d'y aller. 63% déclarent avoir un compte au moins sur un de ces réseaux. Donc, c'est assez hallucinant. Snapchat étant le leader, suivi d'Instagram et de YouTube. Ça a été fait, cette étude, il y a 2 ans. On peut intégrer TikTok, bien évidemment, aujourd'hui, qui, sur les collégiens et peut-être même les primaires, est en passe de dépasser Snapchat sans aucun problème. Ensuite, on remarque que communiquer avec un inconnu ou accepter un ami, les chiffres parlent d'eux-mêmes sur cette tranche d'âge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de la problématique de s'adresser à des personnes qu'on ne connaît pas. Après, la petite enquête, c'est Génération Numérique. Alors, Génération Numérique, sur une source. La source, c'est Génération Numérique. C'est une association
qui accompagne dans les écoles les jeunes sur tout ce qui est numérique, donc qui font des formations sur la protection des données, comment se servir des réseaux, etc. etc. C'est une grosse asso qui fait partie de notre collectif et qui monte en puissance et qui fait du super boulot. Et donc, selon toi, la question qu'ils ont posée, quelle est la pire chose qui pourrait être arrivée sur Internet? Donc, on peut voir qu'ils ont quand même conscience qu'on peut se faire voler et perdre ses données personnelles, être harcelé, bien évidemment, et se faire arnaquer. Mais après, la réputation, elle n'est pas forcément présente. Enfin, voilà, et encore, on n'est effectivement pas sur les primaires, hein, ici, bien évidemment, mais il y a quand même une montée il y a une conscience de plus en plus avec tout ce que l'on explique, tout ce qui se passe autour de l'éducation aux médias, de ces jeunes qui prennent un peu conscience des situations, mais on voit qu'il y a encore un gros travail à faire de sensibilisation. Très rapidement, le programme phare dont je vous parlais tout à l'heure, je voulais juste vous en toucher un mot. C'est un programme qui a été mis en place au sein de l'éducation nationale dans toutes les écoles par Jean-Michel Blanquer. L'objectif étant de pouvoir, dès le mois de septembre 2021, généraliser cette expérimentation qui a eu lieu. Nous, les petits citoyens, on en a fait partie. On a créé des outils qui ont été expérimentés dans des écoles testeuses et aujourd'hui mis en place sur l'ensemble du territoire. Je rappelle qu'en primaire, c'est 10 heures d'apprentissage du cycle primaire, c'est-à-dire que la thématique du harcèlement est rentrée dans le programme de l'éducation nationale et que rien qu'au niveau des primaires, il y a 10 heures dans l'année obligatoires sur cette thématique. Donc, il y a ce programme phare, en fait, qui est un véritable plan de prévention, hein, qui est à destination de tous les établissements. Il permet effectivement de mesurer le climat scolaire, d'éduquer pour prévenir les phénomènes, de former la communauté éducative. Et là, il y a un énorme plan de formation qui a été mis en place depuis 2 ans. D'intervenir sur les situations de harcèlement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des médiateurs ou référents ou ambassadeurs qui sont formés et qui peuvent aujourd'hui intervenir avec des réseaux dans les académies et associer les parents parce que j'en ai pas assez parlé, mais le phénomène de harcèlement est un fléau qu'on ne peut pas traiter sans évidemment l'appui et le soutien des parents. Ils sont essentiels dans cette situation-là et c'est toujours extrêmement, extrêmement compliqué de faire du lien avec les parents, mais il est essentiel de leur en parler, de les sensibiliser pour qu'ils puissent aussi prendre conscience de l'importance de ce sujet. Mobiliser les instances de démocratie, effectivement, ils ont mis en place pas mal de référents, mais aussi au niveau du ministère de la Santé et d'autres encadrants, si je puis dire, qui sont aujourd'hui mobilisés sur le harcèlement. Suivre l'impact, bien évidemment, et mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources. Donc, sur le site Non au harcèlement, aujourd'hui, il y a énormément de ressources pour accompagner les professionnels autour du sujet. Il y a plusieurs petites questions. Est-ce que tu peux redonner le nom de l'asso qui intervient sur le numérique auprès des jeunes? Génération numérique. Voilà, génération numérique. Il y a des questions un peu plus larges, mais peut-être que ça, on les posera à la fin de ton intervention. Sur les 10 heures menées en classe, sur les 10 heures dont tu parlais, est-ce que c'est mené par les enseignants? Est-ce que ça se fait en classe? Effectivement, c'est mené par les enseignants, ça se fait en classe, c'est imposé, ça fait partie du programme de l'éducation nationale. Ok. Et est-ce qu'en tant qu'animateur, on peut aussi bénéficier de ces formations? Non, c'est pour les enseignants. Ok. Pour les enseignants, mais ce que je disais, c'est que sur le site Non Harcèlement, il y a beaucoup d'outils et de contenus qui peuvent vous permettre de vous former. Après, il y a les associations, comme Marion l'a entendu, qui va former dans les structures périscolaires.
Ok. Et les acronymes CVC et CVL, est-ce que tu sais ce qu'ils veulent dire? Alors, ce sont les alors, précisément non, mais enfin non. C'est en fait, ce sont des référents qui, en fonction des structures, en fait, vont être là. Sont pas là. Ces instances de démocratie, en fait, ils sont pas là que sur le harcèlement, hein. Ce sont des instances. C'est pour ça que c'est vraiment en fonction des structures qui vont pouvoir intervenir sur différents champs. Donc, la thématique du harcèlement, la thématique de la cantine, la thématique des toilettes, la thématique du respect. Voilà, ce sont des personnes qui existent dans les gros établissements en général et qui sont là pour pouvoir traiter et accompagner des sujets de société importants. Je continue. En cas Ouais. de soupçon ou de situation de harcèlement entre enfants avérés, qu'est-ce qu'on peut essayer de vous faire une petite fiche. C'est pas exhaustif, hein, mais voilà, comment est-ce qu'on peut agir. Donc, ce que je viens de vous dire, consulter les fiches conseils sur le site Non Harcèlement. Contacter, et ça c'est très important, hein, la plateforme de signalement. Donc, il y a le 30-20, les situations de harcèlement, où là, il y a des professionnels, effectivement, qui sont en lien avec les 335 référents académiques et départementaux, qui vont, dans un premier temps, prendre votre déposition, si je puis dire, qui vont, dans un premier temps, échanger avec vous, échanger avec l'enfant, et qui vont ensuite prendre le relais et renvoyer le dossier auprès de ces référents académiques. Concernant le cyberharcèlement, on est sur un autre numéro et cette plateforme-là est en capacité aujourd'hui, étant partenaire de Facebook et tous ces réseaux, de pouvoir intervenir directement, fermer les comptes. Ça, c'est important parce qu'il y a encore 4 ans, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, vraiment, les accords ont été mis en place entre ces plateformes et le ministère et ces réseaux-là sont dans l'obligation de fermer immédiatement les comptes dès lors qu'on a des copies d'écran et dès lors qu'on se rend compte qu'il y a des messages extrêmement violents sur les réseaux. Participer à la journée mondiale de mobilisation contre le harcèlement parce que chaque année, il y a cette journée, elle est le 10 novembre cette année, je crois. Et cette journée, en fait, elle permet, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, donc elle permet de sensibiliser les enfants et les jeunes à ce sujet-là et d'en parler. Je pense que c'est une belle mobilisation pour toutes nos structures. Donc, il y a des outils pour ça, et en l'occurrence, les petits citoyens, mais il y en a d'autres. Je vous invite à les utiliser. On a des vidéos sur notre site, lancer quelques vidéos sur des thématiques, sur différents types de violences, le racket ou autre, c'est déjà permettre de lancer le débat et d'en parler avec les jeunes et les enfants. Et participer au prix non harcèlement, bon, ça c'est plus connotation, activité un peu plus ludique et sympa, mais ça permet dans les activités de se dire, voilà, on réalise une vidéo, un dessin, une affiche, et derrière, il y a une espèce de… Parce qu'à l'époque, il n'y avait que les écoles, maintenant on est en train d'intégrer le périsco et toutes les structures éducatives. Et donc, c'est plutôt extrêmement valorisant de pouvoir intégrer ce type comment je puis dire, de prix pour pouvoir faire une activité avec nos jeunes et nos enfants. Et enfin, quels conseils on peut donner aux familles dont l'enfant est victime de harcèlement? Évidemment, échanger, excusez-moi, il manque le C, échanger avec leurs enfants sur le déroulement de la journée, c'est-à-dire en parler. Quand on commence à avoir quelques signes, il faut arriver à discuter, ça c'est valable pour tous les sujets, hein, mais avec ses enfants pour creuser un petit peu sur le déroulement de leur journée. Rester attentif aux signaux et aux changements de comportement dont on a parlé tout à l'heure.
Et puis, dès qu'on a un doute, alerter, vraiment alerter, faire confiance à vous, au personnel des écoles qui sont là en tant qu'adultes pour avoir aussi un autre type de communication avec les enfants et pour pouvoir faire le lien et informer les plateformes de signalisation dont je viens de parler tout à l'heure. Voilà pour Et cette là-dessus, première partie. sur la dernière question de la première partie, on demandait, mais effectivement, quels conseils on peut donner aux enfants directement? En parler. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une slide. Merci de cette question très pertinente pour les enfants. Alors, si je vous résume, il y a quelques années, dans ce collectif, notre discours était de dire il faut en parler. Et les vidéos des petits citoyens, d'ailleurs, on en a 10, c'est toutes les vidéos, c'est il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Donc, effectivement, la première chose qu'on peut dire à un enfant, c'est il ne faut pas que tu gardes ça pour toi, il faut en parler, que ce soit à des copains ou à un adulte. Mais dans un second temps, on a pris une position un peu différente dans certaines associations, pas toutes, en se disant, OK, ça leur est tellement difficile d'en parler à un adulte parce qu'en fait, ils ont peur des représailles, parce qu'on peut être, ils ont honte, parce que pour tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, que finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider eux-mêmes? Et en fait, on leur dit aujourd'hui, il faut en fait aller t'appuyer sur d'autres enfants. Il faut en fait essayer d'aller en parler à une ou deux autres personnes. Parce que plus fort, on peut faire des choses. Et il faut en fait, alors attention, quand il n'y a pas de violence physique, il faut en fait arriver à comprendre qu'il faut que tu essayes de te défendre. Donc, se défendre, c'est-à-dire prendre en dérision quand on te dit que tu es roux, et ben retourner, on te critique parce que tu es roux, que tu es moche, retourner la situation en rigolant de l'attaque que l'on t'a faite. Arriver, alors je sais que c'est difficile, hein, ce dont je suis en train de parler, mais en fait, c'est arriver à prendre de la hauteur et arriver à faire en sorte de ne pas rendre fort cette meute. De leur faire comprendre qu'en fait, on s'en fout et d'essayer de prendre un peu de distance. Et en tout cas, tout seul, on ne peut pas y arriver, mais avec une, deux personnes, on va commencer à pouvoir prendre un peu plus de force. On va commencer avec des témoins à pouvoir être mieux, se sentir mieux, se revaloriser et se dire que voilà, on n'est pas tout seul. Et puis ces témoins-là, ces personnes-là, vont nous aider pour aller expliquer aux autres que ça suffit, il faut que ça s'arrête. Donc, en fait, voilà, c'est essayer de… Donc, il y a deux temps. Le premier, s'il y a violence physique, il n'y a pas de discussion, c'est aller en parler à un adulte. Donc, un adulte, un référent avec lequel on se sent mieux, c'est l'enseignant, c'est PE, c'est l'infirmier, c'est l'animateur, c'est le directeur de la structure. Voilà, c'est la personne avec laquelle on a le plus confiance. Évidemment les parents, mais c'est très difficile d'en parler avec les parents d'après les études que l'on a perçues. Et dans un second temps, essayer de trouver un ou deux copains pour en parler et se faire aider. Voilà. OK, alors on passe si vous le voulez bien, on passe effectivement au programme des petits citoyens. Très rapidement, quelques mots sur ce programme qui est, excusez-moi, j'ai des appels, ça ne va pas le faire. Sur les petits citoyens, qui est un programme depuis 2001 qui est agréé par le ministère de l'Éducation nationale, hein, qui accompagne donc les enfants de 7 à 11 ans. Nous, on est vraiment sur les primaires, à l'ouverture d'autres cultures qui permettent de les éveiller à la tolérance et à l'esprit citoyen. Donc, depuis notre participation aux assises du harcèlement dont je parlais tout à l'heure, en 2011, on s'est en fait un peu spécialisé autour du harcèlement. On a proposé des contenus autour des différences volets scolaires et des comportements psychosociaux pour sensibiliser, accompagner et débattre avec les enfants. Voilà, donc on a élaboré des supports éducatifs qui sont ludiques parce que effectivement sur cette tranche d'âge, on se doit d'avoir des outils ludiques sur des sujets complexes de société parce que voilà, on pense que c'est important dès cette tranche d'âge de leur expliquer qu'il faut prendre soin d'eux-mêmes et des autres d'ailleurs, d'accepter les différences, de respecter les autres et les règles de vie collective,
et ce, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on a été, moi, quand j'ai développé cette association, en fait, j'ai toujours été convaincue que dès 7 ans, et même en fonction des enfants avant, on peut mobiliser les enfants autour de sujets complexes, et notamment autour de ce sujet du harcèlement. Ce n'est pas un exercice facile parce que les relations à cet âge sont plus qu'instables, on change vite de groupe d'amis, mais c'est essentiel de les aider à comprendre leur situation, en fait, de les aider à décrypter, notamment sur le harcèlement, ce qu'est le harcèlement entre élèves. C'est essentiel que ces enfants ils puissent identifier des situations de violence, qu'ils osent en parler, qu'ils apprennent à se protéger et qu'ils incitent les victimes et puis les témoins à briser le silence, en fait, et à en parler. Et tous les sujets, dès cette tranche d'âge, tous les sujets peuvent être abordés dès lors qu'on a du contenu à hauteur d'enfant avec des mots d'enfant et dès lors que l'on a du ludique, on peut faire passer tout message et créer du débat entre enfants. C'est extrêmement important. Donc, dans notre programme, en fait, on a, je rappelle juste pour ceux qui ne le savent pas, on produit un journal d'opinion gratuit qui est conçu en fait pour lancer le débat autour de l'actualité avec les enfants. Hein. Tous les sujets d'actualité du monde sont abordés. Et vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur notre site pour le recevoir chaque lundi, juste en remplissant votre mail. Mais on conçoit aussi des livres, des jeux, des vidéos qui suscitent l'engagement des enfants. On est toujours accompagné pour produire ces ressources en fait d'experts. Hein. Par exemple, sur le harcèlement, on a Nicole Kathleen qui est pédopsychiatre qui nous a aidés dans la construction de nos contenus. On a aussi Emmanuel Piquet qui est thérapeute. Voilà, on essaye évidemment d'avoir des contenus à hauteur d'enfant et de valider ces contenus avec des experts. Et on propose toujours une utilisation facile de nos outils avec des guides pédagogiques d'accompagnement pour que vous puissiez avoir des séances plutôt faciles et ludiques avec les enfants. Notre pédagogie, en fait, est simple. Elle s'appuie sur 3 points essentiels. Le débat d'idées, pour faire émerger les opinions, donc en fait les partager, écouter celles des autres dans leur diversité. En fait, on invite les enfants à s'exprimer et à penser par eux-mêmes. Donc le débat d'idées, c'est la base de tout ce que l'on construit et de tout ce que l'on fait. Le deuxième point, c'est l'identification à nos 5 personnages de bande dessinée, parce que ces 5 petits personnages qui représentent les 5 tranches d'âge, ils sont porteurs de messages à hauteur d'enfants. Et les enfants, ils adhèrent beaucoup plus facilement à des contenus quand ce sont des enfants qui leur parlent. Donc, en s'identifiant à ces acteurs ludiques, les messages passent beaucoup mieux et ça favorise leur coopération. Et le troisième point important dont je parlais, la scénarisation par le jeu, parce que ça permet de créer des conditions d'écoute. Et Anatole en a parlé tout à l'heure, afin que les enfants s'interrogent et s'expriment. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des enfants de primaire, à cet âge, il est important de proposer des activités ludiques, évidemment, qui leur permettent de s'intéresser à des sujets les plus complexes, parce que le jeu, en fait, c'est un temps de plaisir naturel. C'est un outil éducatif très précieux. Le jeu, il favorise la reconnaissance de chacun sans stigmatisation. Il permet à ce que la parole se libère plus facilement. On n'est pas dans notre situation. On parle de situation générale. En jouant, il est plus facile, en fait, de mettre en lumière alors, soit des situations vécues, soit ressenties dans le groupe. Et en fait, on est plus dans l'écoute, on est plus, voilà, chacun est amené à développer son esprit critique, on est plus par le jeu enclin à libérer la parole. Et ça, c'est important parce que comme c'est du ludique, comme c'est drôle, on l'a vu, nous, très, très souvent, quand on travaille dans les écoles du 18e autour de la laïcité ou de l'égalité filles-garçons, qui sont des sujets quand même extrêmement compliqués, on arrive par le jeu à ce que les enfants parlent de leur situation familiale ou autre, de leurs pensées, et c'est entre eux, en fait, parce qu'on évite, on est là pour rappeler et être présent au niveau des règles, mais on les laisse entre eux, justement, débattre et échanger, parce que c'est de là que sort toute l'identité et tout ce qu'ils ont à dire, en fait. La parole se libère, c'est extrêmement important dans ce genre d'activité. Alors, le dernier point, je regarde si je respecte le timing. On rentre dans la présentation des activités, simplement parce que, effectivement,
On a aux petits citoyens, donc en 2021, construit des activités dans le cadre du programme phare, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, afin que les enseignants puissent facilement travailler ce sujet-là avec des enfants de primaire. Bien évidemment, dans un second temps, on les a mis à disposition de tout notre réseau et voilà, certains s'en servent peut-être, d'autres non, mais je vous invite à regarder ces activités qui sont plutôt ludiques et faciles à utiliser. Donc, sur chaque fiche d'activité, vous verrez, il y a le matériel dont on a besoin, le déroulé, le temps, voilà, et des astuces pour aller plus loin. Petite question, Catherine. Est-ce que Oui. tu penses que ces jeux, ils peuvent être adaptés à la maternelle ou c'est trop jeune Oui, pour pour ce que ça? je disais tout à l'heure, notamment le jeu du chat et de la souris, et si, il y en a qui peuvent être adaptés, un ou deux qui peuvent, pas tous, mais il y en a qui peuvent être adaptés. Donc, dans un premier temps, ce qu'on commence à faire, c'est présenter les personnages, hein. Donc, avec des petits plus, quand vous allez dans les petits plus, vous voyez Sarah, elle a 10 ans, elle est en CM2, ce qu'on dit d'elle, sa devise, voilà. On a Choum, hein, le chien, qui ne parle pas, mais voilà. Et ça permet de commencer à faire en sorte que les enfants adhèrent un peu plus au concept par le biais des petits citoyens. Dans un second temps, on propose une petite bande dessinée pour en parler, hein, toujours pareil, et qui rappelle et qui explique que le 30-20 existe. Donc, voilà, c'est une petite introduction qui peut-être va permettre de commencer à interroger certains enfants ou pas. En suivant, on arrive sur les fiches thématiques. Donc, en fait, on a 5 personnages qui représentent 5 activités. Donc, chaque personnage va proposer de débattre autour du sujet du harcèlement. On a Arthur, 11 ans, qui va débattre sur le harcèlement, c'est quoi? On a Agathe, 9 ans, en CM1, qui va débattre sur le harcèlement, ça se passe où? On a petite Marianne, 7 ans, qui est en CE1, qui est concernée, qui va expliquer qui est concerné par le harcèlement. Gary, 8 ans, en CE2, qui va dire comment je me sens en tant qu'enfant harcelé, harceleur ou témoin. Il va essayer de décrypter ces situations-là. Et on a Sarah, 10 ans, en CM2, qui va essayer de répondre à quand et comment agir. Chaque personnage, en fait, va proposer de participer à une activité et dans chaque activité, il y a un temps de débat. Il y a un temps de débat et alors dans cette fiche-là, en haut, pour vous accompagner, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez toute une fiche qui vous explique comment, en fait, organiser un débat. Parce qu'un débat, il y a des petites notions essentielles à connaître qui sont importantes si on veut justement que le débat se situe simplement à chaque niveau. Voilà, donc je vous laisserai découvrir. Il y a le maître des échanges, qui est la personne qui gère les débats, etc., etc. Voilà, c'est trois petites fiches qui vous permettent d'expliquer comment est-ce qu'on gère ce débat. Alors, comment est-ce que moi, j'ai tellement de choses ouvertes que ça devient compliqué. Je pense que c'est ton 3e onglet, non? Je ne sais plus. Non. En fait, c'est parce que j'ai plein de choses et que je ne vois plus moi. Attendez, je vais fermer ça déjà. Je pars en arrière. Comment je reviens sur mon… Ça. Je vous laisse le temps de lire comme ça en même temps. Je pense que c'est là-haut. Alors, on demande si on peut avoir ces fiches dans les structures et effectivement, ça va être… on va vous envoyer toutes les ressources. Oui, bien sûr. Et puis, je disais, c'est Anatole, tu peux mettre le lien de cette présentation parce que du coup, vous avez la présentation et les fiches PDF, on les mettra aussi sur le lien, effectivement. Alors, je reviens donc à ma présentation.
J'en étais donc sur la fiche de débat, voilà, et une fiche d'activité par personnage. Donc, si nous prenons par exemple Arthur, donc le premier. Arthur va nous faire réfléchir sur le harcèlement, c'est quoi? Donc, en fait, chaque personnage va interroger sur 3 questions. En l'occurrence, on commence par, pour poser en fait les sujets, on commence par poser 3 questions avec 3 réponses très rapidement qui vont permettre de poser le sujet. Donc, le harcèlement, c'est quoi? Donc, Arthur va nous demander comment se manifeste le harcèlement? A-t-on le droit de harceler? Est-ce que si je me moque une fois d'une camarade de classe, c'est du harcèlement? Donc, on a les réponses très faciles et très courtes que l'on peut partager avec les enfants. Est-ce que si je me moque une fois d'une camarade de classe, c'est du harcèlement? Se moquer de quelqu'un ou le bousculer une fois, ça peut le blesser, mais ce n'est pas du harcèlement car ce n'est pas une violence répétée. Donc, effectivement, on va parler de harcèlement lorsqu'une personne ou un groupe, donc la meute, s'en prenne plusieurs fois à quelqu'un en le maltraitant. On a essayé d'être très, très succinct et d'avoir des questions essentielles et d'avoir des réponses en face qui vont vous permettre d'entrer dans le sujet, d'entrer dans le vif du sujet très rapidement et très simplement. Ensuite, on a la fiche d'activité et on rentre dans la fiche d'activité d'Arthur alors elle est pour vous, pour vous expliquer quelle est l'activité. Donc, on vient de voir, c'est les 3 questions avec les 3 réponses pour le temps de débat. Et ensuite, on vous donne dans chaque fiche, dans chaque activité, les objectifs, le matériel et le déroulé. En suivant, donc cette activité, elle va vous proposer là, pour Arthur, un débat mouvant. C'est-à-dire que les enfants ils vont pouvoir se déplacer librement dans l'espace. Cette activité, elle a pour objectif d'apprendre à argumenter ses choix et à écouter des avis divergents des siens. Donc, en fait, on propose, comme vous le voyez, une liste d'affirmations et les enfants ils vont devoir se positionner selon leur avis avec 2 panneaux dans la salle. C'est-à-dire qu'on prépare 2 panneaux, un panneau d'accord et un panneau pas d'accord qu'on met quelque part dans la salle et on pose les questions aux enfants et en fonction de ce qu'ils pensent, de leurs réponses, ils vont aller se positionner par rapport au panneau d'accord ou par rapport au panneau pas d'accord. Se positionner, c'est un choix individuel. Mais bien évidemment, enfin vous lirez après tout le principe du jeu, on informe que les enfants ils peuvent bien évidemment changer d'avis et se déplacer d'un panneau à l'autre. À aucun moment, quand on est dans un groupe, on est fermé dans ce groupe et finalement, on a envie d'aller dans l'autre groupe. C'est un débat mouvant. Donc, ce débat mouvant, il va permettre aux enfants de s'interroger sur ce qu'ils ont ressenti lors de cette activité. Et le but, c'est de leur faire comprendre qu'il n'y a pas forcément une seule réponse et que chacun réagit en fonction de ce qu'il est et en fonction de ses expériences. Puisqu'à chaque fois, en fait, qu'un enfant va aller se positionner à tel endroit, on va pouvoir lui demander de s'exprimer sur la raison pour laquelle il est plutôt d'accord ou pas d'accord. Tout ça entraîne des débats et tout ça va permettre encore une fois à ce que chacun va avoir une réaction en fonction de ce qu'il est ou en fonction de ses expériences. C'est vraiment du ressenti et c'est vraiment dans des compétences psychosociales, toute cette activité est essentielle. Donc ça, c'est la fiche d'Arthur autour du harcèlement, c'est quoi? Le harcèlement, ça se passe où? La deuxième activité que l'on propose, qui est le harcèlement, ça se passe où? Excusez-moi, mais j'ai des tonnes de messages qui arrivent. Le harcèlement, ça se passe où? Donc là, on est avec Agathe qui pose 3 questions. Peut-on se faire harceler ailleurs qu'à l'école? A-t-on le droit de tout dire sur les réseaux sociaux? Le cyberharcèlement, c'est quoi? Comme vous le voyez, ça reprend quand même assez les sujets dont on vient de parler et c'est assez résumé pour que vous puissiez très facilement en parler avec les enfants sans rentrer dans tous les détails, mais c'est quelques lignes et c'est quelques mots choisis, non, justement pas choisis par hasard pour pouvoir facilement débattre et en parler avec les enfants. Dans cette fiche d'activité, on propose cette fois-ci un jeu de rôle pour développer ses capacités d'empathie et valoriser son pouvoir d'agir, donc en explorant différents moyens de réagir.
Donc là, c'est un jeu, et ça, c'est possible pour les maternelles. Le jeu du chat et de la souris que vous connaissez tous, c'est donc le jeu du chat qui doit attraper les souris en les touchant. Et le jeu, évidemment, se termine quand les chats ont attrapé toutes les souris. Alors là, on vous propose, en fait, on va proposer aux enfants de jouer aux deux versions, la version du chat et la version de la souris, parce que ça va leur faire prendre conscience de leur pouvoir d'agir. Quand on est souris, donc par exemple, première version, qu'on est touché, on va aller devoir s'asseoir seul à l'endroit où on a été touché et on ne bouge plus. Ensuite, ensuite, il y a un petit temps d'échange et on les interroge sur « Vous avez pensé quoi de ce jeu? Qu'est-ce que vous avez apprécié, pas apprécié? Ça vous fait quoi d'attendre en fait en restant assis? Auriez-vous souhaité que quelqu'un vienne vous libérer ?» Et là, en fait, on va ressentir, ils vont ressentir quelque part tous, encore une fois, ces notions de compétences psychosociales, de frustration, qui sont une première version de jeu extrêmement intéressante. Ensuite, on change. Les souris deviennent des chats. Et quand on est chat, la règle est différente. Dès qu'on est touché, on doit s'asseoir à l'endroit où on a été touché, mais on peut ensuite tendre la main en direction des souris actives pour être libéré. Donc là, c'est différent dans le temps d'échange qui suit. On va leur demander « Qu'avez-vous aimé dans ce nouveau jeu? Qu'avez-vous pas apprécié ?» Mais ça fait quoi de se faire capturer par un chat quand on sait que derrière, une souris peut nous libérer, par exemple? Comment on se sent quand on vient en aide à un camarade qui nous tend la main? Tout ça, c'est vraiment… on va leur demander ce qu'ils retiennent de cette activité, ce qu'ils ont appris à travers ce jeu, en lien avec la thématique du harcèlement. Ça va leur permettre de prendre conscience de leur pouvoir d'agir. Et qui sait, peut-être que ces enfants, ils souhaiteront intervenir demain pour aider les victimes de harcèlement. C'est ce qu'ils vont ressentir, en fait, ça a du lien avec leur quotidien de pouvoir agir et de pouvoir aider. Voilà, ça c'est notre jeu du chat et la souris qui peuvent être traités à tout niveau, je pense, d'âge. La troisième activité, c'est l'activité de petite Marianne qui est concernée par le harcèlement. Et là, on est qui sont les victimes du harcèlement? Pourquoi certains enfants harcèlent-ils les autres? Doit-on agir lorsqu'on est témoin de harcèlement? Donc, je vous laisserai ces fiches, hein, donc vous pourrez découvrir tout ça. Mais voilà, encore une fois, des réponses succinctes et faciles. Là, on est sur une activité culturelle autour d'une situation de harcèlement réelle, vécue ou observée à l'école. L'objectif de cette activité est de faire prendre et d'apprendre en fait à reconnaître une situation de harcèlement et à trouver des solutions par soi-même. En fait, on lit un petit texte très court, comme vous pouvez le voir, qui représente une situation et ensuite on interroge les enfants sur ce qu'ils ont compris avec des questions toutes prêtes afin qu'ils puissent imaginer ce que les personnages ressentent et pourquoi ils agissent comme ils le font. Ensuite, on leur présente l'illustration du texte. Donc, c'est dessous, hein, vous verrez, il y a toute une illustration. Voilà. Et cette illustration, en fait, ça va les aider à se mettre à la place des personnages et trouver des solutions pour dire stop au harcèlement. Ça, c'est une première partie, en fait, de jeu qui vraiment tourne autour d'un texte, d'une image qui illustre des situations et qui va permettre de discuter autour de la place des personnages. Ce qu'ils subissent en tant que harceleurs, harcelés et témoins, hein, bien évidemment. Et en deuxième partie de séance, on leur propose une activité théâtrale. Que feriez-vous à la place de ces personnages-là? À partir de la scène de harcèlement qu'on voit sur l'image, on leur propose de préparer et répéter un dénouement à cette situation. Donc, chaque groupe aura 5 minutes pour jouer sa scène de théâtre devant le reste de la classe. Et pour la restitution, on invite les enfants à échanger sur leurs ressentis. Voilà, donc on a des annexes et effectivement, vous verrez, voilà, en fait, là, c'est par rapport à la question pertinente que j'ai eue tout à l'heure de comment faire en sorte d'en parler, que dire, quels conseils donner aux enfants. Avec cet exercice-là, se mettant en situation des personnages, on va leur permettre d'agir et de choisir dans quelle situation je me serais mis là, qu'est-ce que j'aurais fait, pourquoi, comment, etc. Voilà.
En suivant, nous sommes sur l'activité de Gary. Comment je me sens en tant qu'enfant harcelé, harceleur ou témoin? Là, on est sur que ressent-on quand on est harcelé? Quelles sont les conséquences du harcèlement? Et que ressent-on quand on est témoin de harcèlement? Il y a un peu plus de texte que je peux vous laisser un peu lire, mais voilà, encore une fois, vous aurez les éléments. Hein, donc, et encore une fois, si vous pouvez le mettre sur Geniali, c'est plus sympa parce que c'est plus dynamique. Vous voyez, là, il y a les fiches, mais devant, quand vous cliquez sur les personnages, vous avez les questions, vous avez les réponses. C'est plus sympathique à présenter aux enfants. Mais faut-il avoir un ordinateur et une connexion ou un téléphone? Donc, dans cette activité, on propose une activité artistique pour aider les enfants à porter un regard positif sur leurs qualités, leurs talents, leurs valeurs, leurs goûts. L'objectif étant de travailler la confiance en soi et en l'autre, développer l'estime de soi. Donc là, en fait, on invite les enfants à répondre de façon individuelle à 7 questions que vous voyez ici présentes, personnelles, écrites préalablement au tableau. Quelle est la chose que tu adores faire? Quel est l'endroit où tu aimes aller? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse, etc. Puis, on leur propose en fait une activité artistique. On leur propose en fait de dessiner un bouclier avec 7 espaces, donc dans lesquels ils vont intégrer leurs réponses. Un bouclier, voilà, chaque espace peut être un triangle, un carré, etc. Et leur réponse très succincte va être indiquée sous forme de mots, de dessins ou de coloriage. Hein. De ces 7 questions-là, ils vont répondre dans ces 7 petits espaces. Ensuite, quand ils ont fini, ils vont découper leur bouclier, comme ils le veulent, hein, selon leur créativité. Et dans un second temps, on va leur proposer un temps de restitution auprès des différentes créations afin que les enfants puissent s'exprimer et partager leurs réponses. Donc, comment je me suis sentie? Est-il facile de parler de soi? Etc. etc. Et toujours pareil, hein, ce temps de restitution, il est extrêmement, extrêmement important. Et ce qu'on peut faire aussi, ce qui est très sympathique, c'est en suivant, on fait une exposition dans la classe ou dans l'école de toute la réalisation de ces boucliers. Voilà, par exemple. C'est un exemple d'activité possible. Et nous arrivons à notre dernière activité, la 5e, de Sarah, quand et comment agir, qui, elle, répond aux questions « À quel moment puis-je agir ? Si je suis victime de témoin ou témoin de harcèlement, comment faire pour que ça s'arrête ? Qui peut m'aider lorsqu'il y a harcèlement ?» Des questions absolument essentielles à partager avec les enfants. On est ici sur une activité collective, hein, effectivement, qui va favoriser la communication bienveillante et mettre en place une dynamique très positive dans la classe. En fait, cette activité-là, elle est faite et elle a été pensée pour réduire les tensions au sein d'un groupe. Donc, quand on sait qu'il y a un problème, elle est assez efficace et elle est là vraiment pour agir et permettre de remettre de la bienveillance au sein du groupe. Donc, on demande dans un premier temps de mettre un chapeau ou une boîte et on demande aux enfants de mettre chacun leur nom sur un papier dans une boîte que l'on ramasse. En suivant, on fait piocher aux enfants un papier, chacun un papier. Et l'idée est que chaque enfant, en fait, a un nom entre les mains d'un camarade et qu'il devienne le gardien de cette personne-là, de ce jeune. Le nom qu'il va tirer, eh bien, lui va devenir le gardien de cette personne tirée au sort. Pendant une journée, une semaine, le temps d'une récréation, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut utiliser ce jeu-là dans des temps complètement différents. Ce gardien, il va avoir pour mission, en fait, de prendre soin et de soutenir son protégé sans jamais se faire découvrir. C'est ça qui est assez sympa. On va proposer aux enfants de donner quelques exemples concrets de petites attentions, jouer avec lui, le servir à la cantine, lui écrire des mots gentils, lui porter son cartable, mais il ne faut pas qu'il le sache. Il ne faut pas qu'évidemment, il faut qu'il le fasse délicatement pour que la personne ne puisse pas s'en rendre compte. Et à la fin de l'activité, toujours pareil, on prévoit un temps d'échange avec le groupe et on demande à chaque enfant
Bon, déjà, s'il a trouvé effectivement son référent, son gardien ou pas, mais aussi on prévoit de demander à chaque enfant de s'exprimer sur ce qu'il a ressenti, de s'interroger sur l'impact que peuvent avoir ces actions bienveillantes au quotidien. Selon toi, qui était ton gardien, mais selon toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment t'es-tu senti? Toutes ces notions-là, en fait, va, on espère, permettre de pouvoir se dire, mais en fait, c'est quand même bien d'aller aider l'autre. Mais en fait, ça fait du bien d'être bien accepté dans un groupe. Toutes ces notions, encore une fois, toutes ces compétences psychosociales vont ressortir et vont être exprimées dans leur regard et dans les échanges qu'ils vont porter dans ce jeu. Et pour clôturer la séance, on invite en fait les enfants à s'interroger sur l'impact que peuvent avoir ces actions bienveillantes au quotidien. Ça, c'est vraiment assez essentiel. Et l'enseignant ou vous-même, demain, vous pouvez faire le choix de participer à cette activité. C'est sympa aussi. Ou d'inviter d'autres élèves à jouer, d'associer les parents. Ça, c'est un jeu qu'on peut faire avec les parents. Et puis, toute l'équipe d'animation. Donc, en fait, cette activité, elle va prendre tout son sens quand ça devient un rituel et que ce qui était au départ un jeu devient une habitude du quotidien. Voilà, en un temps court, j'espère assez clair. Il y a une petite question peut-être. Les petits citoyens. Et voilà, j'espère qu'en fait, ça va vous donner l'envie d'utiliser dès demain ces ressources que vous allez retrouver effectivement par le lien qu'on va vous donner. C'est la présentation pour ceux qui en ont raté une partie ou si vous voulez la réécouter, elle va être mise sur le site de Léo Lagrange. Et j'écoute les questions. Anatole. Alors, on demandait effectivement là, dans les réponses, l'accent est mis sur le fait de parler, mais est-ce qu'on a des activités qui apprennent aux enfants à se défendre? J'aurais tendance à dire qu'il y a quelques petites notions là dans les activités que j'ai proposées, effectivement, qui vont permettre de prendre plus confiance en soi, donc de se défendre. En suivant dans l'activité, quand on lit le texte et qu'on prend la posture du harceleur et que cette posture peut se transformer en activité théâtrale, oui, là, ça fait partie en fait des choses qu'on peut imaginer ensemble pour se défendre. Après, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est se défendre, c'est essayer de faire comprendre aux enfants qu'effectivement, il faut tourner ça en dérision, il faut prendre du recul, il faut… Dans notre petit livret « Si on se parlait », il y a aussi une discussion, effectivement, qui explique comment se défendre. Il y a un enfant qui se moque des chaussures d'Arthur, et donc Arthur, il lui répond avec des phrases sur ses chaussures, et le lendemain, il vient avec des chaussures qui sont complètement encore plus délire pour lui montrer qu'en fait, il assume complètement ses chaussures. Et enfin, il y a toute une discussion qui permet de faire comprendre à l'enfant comment est-ce qu'il peut se défendre. Donc, des activités à proprement dit, je ne sais pas, mais je pense que dans ces activités-là que je viens de vous présenter, il y a vraiment des temps que vous pouvez utiliser pour leur expliquer comment apprendre à se défendre. Le théâtre est super important. Ouais, on me demande déjà, bon, où est-ce qu'on peut trouver peut-être des ressources comme ça? Et puis aussi, comment instaurer le rituel de débat, car les enfants ont du mal à vouloir participer à ce style d'activité. Alors, le débat, c'est pas évident, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça qu'au début, je vous ai montré la petite fiche de débat, parce qu'il y a des choses essentielles qui sont sympas pour mettre dans le débat, avoir un bâton de parole. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui vont permettre… élémentaire. Ouais, animer le débat, je pense que c'est quand même important. Après, il faut que le temps il soit extrêmement court, on est bien d'accord, parce qu'on ne va pas porter l'attention longtemps sur cette tranche d'âge. Et en suivant, comme vous l'avez vu, par exemple, dans chaque activité, les 3 premières questions et les 3 réponses, le temps de débat, enfin, ça c'est l'explication, et le temps de débat ensuite des activités, il peut être très court. Il faut qu'il continue à être ludique, il faut déjà que les enfants puissent bouger. Il faut, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de tenir attentif des enfants de 7 à 11 ans, même voire les collégiens, mais tout dépend comment on construit ce débat en fait. Il faut le rendre ludique, il faut utiliser des débats mouvants, il faut utiliser des ustensiles, il faut utiliser des choses qui vont intéresser et mobiliser un peu plus les enfants. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais si effectivement
déjà, il faut faire des petits groupes parce que quand il y a des grands groupes, c'est très difficile de tenir l'attention. Donc, il faut essayer d'avoir des petits groupes de restitution et voilà, de montrer, par exemple, au départ du débat, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est des vidéos. Quand vous commencez à montrer une petite vidéo, derrière, ça lance le débat. Et derrière, c'est court parce qu'on parle de la vidéo, on parle de quelque chose qu'ils ont vu. C'est plus facile, effectivement, que sur un sujet comme ça, un peu plus abstrait pour eux. Donc, le débat, ce n'est pas simple, mais le débat, c'est essentiel. Et en utilisant certaines techniques et en étant court et un peu ludique, un peu sympa, on y arrive. Très bien. Il y a Christelle qui nous dit effectivement que sur leur structure, ils ont mis en place le temps des mots. Donc, j'imagine tous les vendredis, c'est là où ils peuvent en parler. Audrey qui nous dit aussi qu'il y a une formation graines de philo qui est proposée pour amener le débat comme un rituel auprès des enfants. Ouais. Et on nous parle de harcèlement comme un thème récurrent, effectivement, sur les écoles dès la maternelle. On en parle énormément. Et ils apprennent à se parler directement, et c'est bien. Ouais. Il y a des choses, c'est sûr, hein, il y a plein de choses qui sont faites. Alors, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais les possibilités d'outils, les ressources sur le site, encore une fois, non harcèlement, il y a pas mal de ressources. Hein. Il y a les nôtres, mais il y a pas mal de ressources. Hein. Donc, ça, c'est important d'aller voir. Et après, il y a ce que je vous disais, donc des structures, des associations qui font de la formation, de l'accompagnement de demi-journée ou de journée. Donc, voilà, mais ça a un coût, mais c'est extrêmement important. Il y a pas mal aujourd'hui de vidéos. Ce concours fait que depuis quelques années, on a des vidéos et des affiches primaires chaque année, les collégiens et lycéens d'ailleurs, hein, qui sont disponibles sur le site Non Harcèlement. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça permet, encore une fois, de lancer, libérer la parole et d'en parler. Même les affiches, montrer l'affiche et dire qu'est-ce que vous en pensez, c'est vraiment un début d'échange très intéressant. Oui, nous, Anatole, on a une affiche derrière nous sur le harcèlement. Je ne sais pas si vous l'avez dans la structure, mais il faut la réclamer à vos DTA, hein, parce que cette affiche, elle permet, pareil, de commencer à lancer le débat. On a, nous, donc le petit livret « Si on se parlait du harcèlement », qui est quand même extrêmement important et intéressant parce qu'il traite de 10 formes de violences différentes. Et là, c'est vraiment du discours entre enfants. Donc après, chaque enfant peut le lire, ils peuvent se mettre dans la situation des enfants, ils peuvent faire des scènes de théâtre. Ce livret, franchement, il est assez top. Ensuite, on a les vidéos sur notre site qui sont disponibles. On a affiches et on a un grand jeu qui s'appelle « Toi, moi, nous ». On voit le début d'affiche derrière Anatole. C'est un jeu d'accompagnement en temps partagé. On peut l'utiliser pendant toute l'année. On peut l'utiliser sur des temps courts. Il est assez complexe, mais extrêmement intéressant quand on vit des situations de harcèlement dans une structure, avec du débat, du jeu, du partage, de la vidéo. On leur permet de réfléchir et d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire demain? En fait, on identifie par exemple dans une classe, il y a un problème de raquette, donc on en parle, on essaie de mettre en place des solutions et on revient régulièrement sur des temps d'échange pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on a pu s'en sortir? Donc, c'est vraiment c'est un outil un peu plus complexe. Mais il y a des cartes à l'intérieur de cet outil, simplement d'échanger de débat, qui peuvent servir à tout âge d'ailleurs pour s'en servir. Alors, que veut dire ALAE? L'ALAE, c'est les structures d'accueil de loisirs dans les écoles. Et ensuite, voilà, je crois qu'on a toutes les… Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? J'espère avoir été pas trop longue et vous avoir apporté quelques notions et vous avoir donné envie d'utiliser ces ressources. Voilà, c'est un sujet, c'est un vrai fléau, mais il faut être présent, il faut être sensibilisé, il faut repérer, il faut accompagner parce que ça peut faire tellement de mal que c'est… Voilà, faut pas lâcher. C'est vraiment…
vraiment, merci d'être présent sur ce sujet-là parce que je trouve qu'on doit tous être conscients de ce phénomène-là et on doit tous être attentifs aux enfants dont on s'occupe en fait et à notre entourage, en tant que parents, comme en tant qu'animateurs, comme en tant que professionnels. Voilà, c'est extrêmement important. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais redonner la parole à Anatole qui va clôturer ce rendez-vous en vous remerciant vraiment de votre présence. Et on va faire en sorte de vous faire suivre évidemment tous ces éléments très vite. Donc, Anatole. Alors, effectivement, on va vous faire suivre les documents que vous avez vus avec les fiches. Et je vais aussi vous envoyer un bilan avant que tout le monde parte. Un petit bilan à remplir sur les jeudis de Léo et ça nous permet, nous, derrière, d'améliorer un petit peu le contenu qu'on propose. Le bilan, il est là. Et je vous ai aussi remis dans le chat la feuille de présence à remplir. C'est important. Ah non, j'ai écrit en message privé. Oui, parce qu'effectivement… Voilà, je vous ai mis le bilan dans le chat. C'est assez rapide à remplir. Si vous pouvez faire ça, c'est anonyme. Et voilà, ça nous permet aussi de savoir quelle thématique aborder dans les prochains jeudis de Léo, ce qui est important pour vos structures, ce qui est important pour vous et pour les enfants. Et après, c'est ça. Merci, c'est un vrai problème de société. Cela fait des ravages chez les plus petits et les plus grands, effectivement. Sur les jeudis de Léo, je crois que c'est ça, 3 formations maximum par an. Oui, parce que c'est 6 heures, je crois, c'est ça. Ouais, et c'est pour ça que c'est important de se mettre présent, sinon on a une absence injustifiée, c'est dommage. Après, ce qu'on disait, effectivement, c'est que du coup, on va les mettre, avec le service communication, on en parlait, on va les mettre à disposition sur le site Léo. Comme ça, s'il y a des formations qui vous intéressent et que vous n'avez pas pu être présent parce que vous êtes limité, vous pourrez toujours les voir. Moi, ça me semble extrêmement important que tout le monde puisse aller voir tout type d'intervention, quel qu'il soit, sans avoir un nombre défini d'heures, quoi. Et donc, bien remettre la feuille de présence, pour le coup, pour ceux qui n'étaient pas ou n'avaient pas pu être là en début. Et on est dans les temps, hein, c'est magnifique. Hein. Pour information, moi, je travaille avec Anatole, les petits citoyens. On est sur le sujet des toilettes à l'école. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est notre sujet phare en ce moment. On se prend comme ça des sujets et on travaille dessus. Et en fait, c'est un vrai, tout ce qui est cours d'école et toilettes à l'école. Et donc, du coup, voilà, on est en train de monter un collectif, comme on l'a fait à l'époque pour le harcèlement, et de travailler avec des experts sur cette thématique-là qui vous concerne tous, parce que quand je parle des toilettes à l'école, c'est les toilettes aussi dans nos structures. Hein. On a la plupart du temps pas de toilettes pour nous professionnels. On a d'ailleurs de salles de travail indépendantes forcément. Et puis, il se passe tellement de choses dans ces endroits-là. Voilà, c'est un vrai problème de santé sociale et il faut permettre à nos jeunes et à nos enfants d'avoir des lieux de vie quand même sereins qui leur permettent voilà, d'être bien, de se sentir bien et d'être heureux d'aller à l'école. Donc voilà, on va développer des contenus très rapidement. On a fait quelques expérimentations dans quelques structures Léo, mais voilà, ce sera un sujet à venir. Voilà. Donc, merci à tous et on vous laisse finir de remplir les petits documents et puis au plaisir de vous revoir. Ouais, merci.